Vous écoutez l'affaire Marguerite Lagrave, deuxième partie. Les années passent et chaque jour, Sonia et Bruno espèrent qu'un nouvel élément, un témoignage inédit, permettra d'identifier les vrais coupables et de les innocenter. Contre toute attente, au printemps 2013, 12 ans après le meurtre, ils vont enfin être soulagés. Dans les enquêtes judiciaires, vous avez toutes les investigations techniques. Thierry Seize, enquêteur à la brigade de gendarmerie d'Oloron. Et vous avez aussi, ça on le dit rarement, mais vous avez aussi une part de chance. Et là, c'était peut-être, ou sûrement, un jour de chance. Le crime de Marguerite Lagrave sera resté en sommeil pendant 8 ans. Thierry Sagardoitot, avocat de la famille de Marguerite Lagrave. Et après ce sommeil forcé, l'espoir va soudain renaître. Nous sommes en mars 2013, la gendarmerie de Pau reçoit un appel téléphonique d'une gendarme en fonction à Lacanau. Et cette enquêtrice demande à son interlocuteur si un crime non élucidé dans les environs des Us, impliquant une petite vieille, leur dit quelque chose. Et là, par le pur des hasards, donc à cette époque-là, j'avais été affecté donc à la section de recherche de Pau, et elle tombe sur moi. Donc forcément, l'affaire des Us, c'est quelque chose que je connaissais particulièrement puisque j'étais au début de l'enquête en 2001. Et cette gendarme de Gironde explique qu'elle a reçu les confidences d'une jeune femme en instance de divorce, Karine Barbour, qui se plaint que son ancien compagnon menace d'attenter à sa vie. Dans son récit, elle explique que Daniel, donc son ex-mari, Daniel Trey, avait menacé de l'égorger et de lui faire comme à la petite vieille à Isus. Adjudant-chef Philippe Ray, enquêteur à la section de recherche de Pau. Daniel Trey lui a expliqué que la petite mamie l'avait égorgé et surtout qu'il lui avait mis les doigts dans les yeux. Et donc c'est ce renseignement-là en fait qui prend toute son importance parce que c'est un détail qui n'avait jamais été révélé à la presse. Et pour nous, effectivement, Margot Lagrave présentait des hématomes importants au niveau du contour des yeux. Et donc, on a immédiatement pris son renseignement au sérieux. C'est des petits détails qu'elle connaît. Elle ne peut pas les inventer. Elle ne peut pas les inventer. Donc là, on reprend l'enquête à zéro. Dans le sens où on récupère tous les dossiers des étagères et on cherche à savoir si déjà, d'une part, on a entendu cette Karine Barbour, est-ce qu'elle apparaît dans le dossier ? La réponse est oui. On avait entendu cette Karine Barbour. Et effectivement, elle était propriétaire d'une Golf avec un liseré rouge, et c'était une dame qui était assez corpulente. On repart à zéro, mais sur des gens ciblés. Donc, on refait un environnement. Pour savoir où était le couple Trey-Barbour en 2001, qu'est-ce qu'ils faisaient, leur situation professionnelle, environnementale, relationnelle, amicale, financière. Et il est décidé donc assez rapidement d'entendre Madame Barbour pour voir surtout si elle confirmait le renseignement initial donné aux gendarmes de Lacanau. D'abord, il y a son apparence physique à Karine Barbour. Elle est grande. Elle est plantureuse. Daniel Corsan, journaliste à France Bleu, Béarn-Bigorre. C'est quelqu'un de très imposant physiquement. Elle a un visage extrêmement dur. Elle a un assez beau visage, des traits assez fins, mais très très durs. Elle a un port de tête assez haut, comme ça. C'est quelqu'un qui en jette. L'audition de Karine Barbour a été particulièrement difficile. Elle partait dans tous les sens. C'était une audition un petit peu décousue, mais pour nous, le but, c'était justement de la laisser parler et de mieux la connaître. On pourrait penser au regard de ce qu'elle nous déclare, donc que c'est une femme battue, qu'elle était battue à l'époque, qu'elle était presque séquestrée chez elle. Mais quand elle le raconte, elle n'a pas du tout ce profil-là. Elle est souriante, elle est dans la séduction, et on voit tout de suite qu'elle cherche à nous manipuler. Très sûre d'elle, très à l'aise, aucune pression particulière. Les gendarmes, moi je les connais, ils me font pas peur. Elle était très 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 sereine, vraiment.
Elle a absolument rien à se reprocher. En revanche, les renseignements qu'elle nous apporte confirment quand même que son mari pourrait être impliqué effectivement dans l'agression de Mme Margot Lagrave. L'enquête va se poursuivre, de nombreuses personnes vont être entendues et permettront de mieux situer le couple Treille-Barbour. Le couple Treille-Barbour à l'époque, elle devait 1m70, faisait 180 kg, et son mari 2 fois plus petit qu'elle et 3 fois moins épais. Elle ne travaille pas, donc lui est maçon carreleur. Il vivait dans un HLM sur Oloron-Sainte-Marie. Et endetté, il décide d'aller s'installer dans le village d'Ezus, à côté des parents de Karine Barbour. Il connaissait le village d'Ezus. Il connaissait donc les habitudes des habitants. Il passait devant le domicile de Marguerite Lagrave. Donc, je veux dire, les lieux, il les connaissait. Les aléas de la vie ont fait qu'ils se sont séparés. Elle est partie habiter du côté de la Cano, et lui est resté donc sur la commune d'Oloron-Sainte-Marie. Au cours de toutes ces années, Karine Barbour et son ex-mari n'ont jamais fait parler d'eux. Et puis on met, je veux dire, en place un nouveau dispositif, écoute téléphonique. Et là, très rapidement, les écoutes téléphoniques vont parler. En juillet, je suis aux écoutes, je surveille la ligne de Daniel Treille. Adjudant-chef Philippe Ray, enquêteur à la section de recherche de Pau. Et là, une communication arrive. Elle dure très peu de temps. Mais je comprends que c'est Karine Barbour au téléphone. Et qu'elle appelle surtout avec un numéro différent de celui qu'elle a communiqué aux enquêteurs. Et là, elle lui explique, donc sur un ton très arrogant, qu'elle va être convoquée à la gendarmerie. Reconstitution de la conversation téléphonique du 16 juillet 2013. Bon, je suis convoqué à la gendarmerie. Tu sais pourquoi? Et pourquoi? Pour ce que tu sais, pour le meurtre. Ah bon? Mais moi je suis pour rien dans tout ça. T'as la mémoire un peu courte, Daniel. Et Margot, celle que tu as égorgée, je te le dis clairement, en 4 mots, à combien évalues-tu ta liberté? Ma liberté? T'auras que dalle. Écoute, je vais t'expliquer, mon chéri. Tu vois, je comptais te demander pas grand-chose, mais là, je vais doubler la somme. T'as 24 heures pour me donner 100 000 €. Karine Barbour fait chanter Daniel Treille. Et elle prend à cela un malin plaisir. Daniel Treille, au départ, il bafouille, mais bon, il essaye de noyer le poisson. Et elle insiste, elle le pousse vraiment dans ses retranchements. Et là, il rentre dans une rage folle. Mais t'es complètement tarée, ma pauvre fille. T'es complètement azimutée. T'auras rien du tout. Y a aucun souci là-dessus. C'est ça ou ta liberté. Écoute-moi bien. Toi aussi, t'es aussi complice. T'as de la complicité, toi aussi. Autant, plus que moi là-dessus. Tu t'en souviens, toi, ce jour-là? Tu as 24 heures pour me donner la somme. Sinon, vendredi, je dis tout ce que je sais. Et je te garantis que ce sera perpète. Et donc pour nous, c'est quasiment des aveux. Quelle preuve? Quelle preuve matérielle? C'est quelque chose, je dirais, d'inespéré pour les enquêteurs, parce que c'est quelque chose qui nous tend vers la vérité. On n'en est pas loin. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Et 6 mois plus tard, les gendarmes estiment avoir suffisamment de billes pour interpeller le couple. Daniel Treille nous a d'abord inventé une histoire. Une histoire. Oui, effectivement, il était sur place, mais c'est pas lui, c'est un copain à lui, mais lui, il n'était pas véritablement là, il était chez lui. Ça tenait pas la route. Ça tenait pas la route. Donc, nous lui avons dit gentiment, nous lui avons fait écouter l'interception téléphonique, et là, inévitablement, il était au pied du mur. Daniel Treille est quelqu'un de très malléable. Il ne résistera pas longtemps aux enquêteurs. Il s'affale, il dit tout. Il dit tout et ne changera pas de version quasiment.
Il explique que ce dimanche de novembre 2001, Karine Barbour, au volant du véhicule, aurait immobilisé celui-ci dans le sens de la montée, dans cette petite ruelle face à la maisonnette qu'occupe Marguerite Lagrave. Et le couple aurait attendu. Daniel Trey explique que c'est Karine Barbour qui l'a poussé, après une petite période d'alcoolisation, à aller cambrioler Marguerite Lagrave. Et elle lui aurait remis le couteau en lui disant « vas-y ». Et il y aurait été. Il aurait claqué la porte, aurait traversé la rue, se serait approché du petit enclos qui mène à la porte. Il dit qu'il est passé par la porte d'entrée qui n'était pas verrouillée, qui était fermée mais non verrouillée. Il commence à fouiller le bas de la pièce. Et il entend du bruit à l'étage, il sait qu'il y a quelqu'un. Il continue sa fouille. Et Marguerite Lagrave a entendu du bruit. Elle est descendue. Daniel Trey dit elle m'a crié dessus, elle s'est avancée vers moi, il a paniqué. Et puis, ils se sont battus, c'est ce qu'il dit. Il est surpris par elle et tout de suite il répond par la violence, quoi. Il lui saute dessus, il lui met la main sur le visage. Et puis, il lui a planté le couteau. Mais il a continué à fouiller. Alors lui, il explique, et ça, c'est quand même quelque chose assez d'extraordinaire, je veux dire, dans son audition, je n'allais pas revenir sans rien. J'allais pas revenir sans rien. Mais j'allais pas revenir sans rien vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Karine Barbour, parce qu'il avait peur de se faire engueuler, parce qu'il venait de tuer quelqu'un. Et il nous dit qu'il n'a d'ailleurs rien trouvé de ce qu'il était venu chercher. Il prend la fuite, il retrouve dans son véhicule Karine Barbour qui l'attendait au volant, avec ses 2 enfants dormant à l'arrière. Dès qu'il est revenu dans la voiture, il lui dit « j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tué Margot ». Le couple prend la fuite en direction d'Oloron. C'était sa version, mais c'était quelque chose de, je dirais, de cohérent par rapport aux investigations qui avaient été menées en 2001. Il est très abattu. Et le fait de se replonger 12 ans en arrière, ça lui a fait prendre conscience de la gravité des faits. Il en a pleuré. Et voilà, il s'explique, il donne vraiment surtout les raisons qui l'ont poussé à entrer chez Marguerite Lagrave ce soir-là. Le mobile, c'est l'argent. C'est que l'argent. Karine Barbour était extrêmement dépensière, donc ils sont criblés de dettes. Ils ont entendu parler d'un magot, d'une rumeur de magot chez Margot Lagrave, d'une cagnotte cachée dans une armoire sous des draps. C'est un coup facile, on risque pas de tomber ni sur un chien, ni sur un neveu, encore moins sur un mari. Donc voilà, on cambriole et on repart. C'est ça l'idée de base. La garde à vue de Karine Barbour est différente. Adjudant-chef Philippe Ray, enquêteur à la section de recherche de Pau. Elle est interpellée donc en décalé, volontairement. Elle proteste sur son placement en garde à vue, parce qu'elle dit qu'elle a toujours collaboré à cette enquête. Néanmoins, donc, on fait notre travail, on va perquisitionner son domicile, et la perquisition nous permet de saisir pas mal de matériel informatique, et elle est transférée donc, dans les locaux de la section de recherche. La garde à vue de Karine Barbour a débuté un petit peu plus tard que Daniel Trey, mais quand on lui a mis les éléments devant les yeux, forcément elle avait perdu de sa superbe. Elle se sentait concernée sans être concernée. C'est pas moi, c'est lui. Je n'ai rien fait. Karine Barbour, la seule chose qu'elle reconnaîtra, c'est d'avoir amené Daniel Trey sur les lieux sous la contrainte. Karine Barbour, elle est dans son véhicule et il y a 2 des enfants du couple qui sont dans le véhicule. Frédéric Dutin, avocat de Karine Barbour. Elle attend que Daniel revienne. Elle n'imagine pas une seule seconde qu'avec une sauvagerie pas possible, il ait pu donner la mort à Margot Lagrave. Elle ne l'imagine pas une seule seconde. Elle niera avoir été informée à son retour dans la voiture
que Margot Lagrave avait été tuée. En fait, elle se dit victime de son mari à l'époque, alcoolique, violent, jaloux. Elle réfute tout. Tout. Et plus tard dans la journée, on me dit que le matériel informatique a été exploité. Sur les investigations sur son ordinateur, en fait, on a recherché tous les moteurs de recherche. Les mots qui ressortaient, c'était délai de prescription. Karine Barbour, dans le temps qui a précédé l'interpellation, elle fait des recherches sur Internet sur les délais de prescription en matière criminelle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est, je dirais, d'une manière inconsidérée, lâchée auprès du gendarme de Lacanau, parce qu'elle pensait être à l'abri de toute poursuite concernant cette affaire. En 2013, la prescription est de 10 ans pour les crimes. Après ses recherches sur Internet, Karine Barbour pense que la date de prescription commence à la date de découverte du crime. Mais la date du dernier acte judiciaire qui permet de faire vivre l'affaire compte aussi. Donc à quelques mois près, elle se trompe. Grâce à cette erreur, les enquêteurs tiennent leurs coupables. Le soir même de leurs aveux, le duo très Barbour part en prison plus déchiré que jamais. Le village d'Aizus est soulagé. Le meurtre de Marguerite Lagrave, retrouvée égorgée au matin du 12 novembre 2001, vient sans doute d'être enfin élucidé 12 ans après les faits. Et les plus proches voisines de la victime, qui avait découvert le corps à l'époque, avaient du mal à y croire ce matin. Vous l'avez essayé? J'y pensais tous les jours, mais bon, il me tardait de savoir quelque chose. Mais bon, maintenant, on perdait espoir. Moi, j'ai été très surprise quand on m'a annoncé qu'ils avaient trouvé l'assassine de Margot. Michel Sarraza, voisine et amie de Marguerite Lagrave. Je suis restée toute... Et sur le moment, j'ai pas compris de qui on me parlait. Après, j'ai dit, mais j'ai mal compris, c'est pas possible, c'est pas ce jeune homme, c'est pas possible. J'en suis tombé de nu, comme tout le village. Georges Sens, maire d'Aizus de 1995 à 2014. Parce qu'au départ, personne ne les voyait capables de ça. Et puis, ils étaient jeunes à l'époque, ils avaient 25 ans ou 27, je sais plus. Personne ne pensait à eux. C'était, je pense, peut-être les derniers presque à qui on aurait pensé, quoi, voilà. En fait, c'était un garçon qui était charmant, hein. Il passait là, il était très poli, toujours « bonjour madame ». Les enfants, ils étaient petits, mais ils disaient « bonjour madame ». Ils s'arrêtaient tous les jours devant chez Margot parce qu'elle leur donnait des bonbons. Jamais je l'aurais soupçonné. Honnêtement, jamais. Et j'ai vu le journal au boulot. Sonia Dégère, nièce de Marguerite Lagrave. Au bout de 12 ans, je pensais que ça allait être une grande joie, enfin, que ça allait être un grand soulagement et tout. Même pas. Même pas. Je pense que ça a été trop long dans la durée et que ça n'a pas fait l'effet escompté, quoi, en fait. Et je ne m'attendais pas à que ce soit quelqu'un qu'on connaissait quand même. On se voyait à l'école tous les jours, plusieurs fois par jour. Il disait bonjour, il faisait la bise. Le principal accusé, un Oloronais de 39 ans, a reconnu les faits et des preuves matérielles ont été trouvées. L'arme du crime a été retrouvée sur indication de l'ex-mari. Jean-Christophe Muller, procureur de la République de Pau. Et une expertise a été réalisée en urgence. L'histoire de l'arme du crime est aussi hallucinante que le reste de l'affaire, quoi. Le couteau, il s'en débarrasse en le refilant à un copain. Oh tiens, voilà, cadeau pour son anniversaire. Et le couteau, pendant toutes ces années, 12 ans je crois, il va rester posé sur une cheminée comme un élément décoratif chez un pauvre gars qui ignorait tout. La chance qu'on a eue, c'est qu'il est conservé pendant 12 ans. Il a été saisi, amené donc au laboratoire d'analyse, et l'ADN de Marguerite Lagrave a été retrouvé à hauteur de la garde du couteau. On a l'arme du crime et l'ADN de la victime sur l'arme du crime. C'est une équation extraordinaire. Pour boucler l'enquête, il faut vérifier chaque phrase, chaque mot des deux personnes placées en garde à vue. Thierry XVI, enquêteur à la brigade de gendarmerie d'Oloron. Vous avez les auteurs, mais il faut que le puzzle se mette en place. De toute évidence, la version de Daniel Treille et Karine Barbour n'a pas permis de dissiper toutes les zones d'ombre. Évidemment, on se pose la question de la préméditation. Valérie Seb, journaliste pour la République des Pyrénées.
Pourquoi un couteau? Pour aller cambrioler. Alors lui, il dit pour se défendre, mais se défendre de qui, de quoi? Marguerite Lagrave, je crois qu'elle fait 1m50 ou un truc comme ça. Enfin, c'est une personne âgée. On l'imagine mal lui dire bon, ben viens, maintenant, on va se battre, quoi. Donc ça colle pas. Puis après, il prend le temps de visiter consciencieusement toutes les pièces où il est susceptible de trouver de l'argent. Il a fouillé. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui panique, objectivement. Donc voilà, c'est ce qui a beaucoup pesé sur l'enquête et sur les 2 procès qui ont suivi. Le procès s'ouvre le 26 novembre 2015. Justice et cette affaire peu banale devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, affaire du meurtre d'une septuagénaire près d'Oloron-Sainte-Marie. C'était il y a 14 ans. Les enjeux de ce procès-là, c'est essentiellement la confrontation entre elle et lui. Comment ils vont se répartir les rôles dans cette affaire. L'enjeu, c'est aussi la curiosité de découvrir le personnage Karine Barbour. Le personnage principal, c'est Karine Barbour, c'est pas Daniel Treille. C'est pas le meurtrier, c'est la complice. Assez vite, je me dis qu'elle va passer pour l'amante religieuse et Frédéric Dutin, avocat de Karine Barbour. Que dans l'imaginaire, cet imaginaire des femmes criminelles, on va vouloir lui faire tenir un rôle qui, pour ce dossier, n'est absolument pas adapté à ce qu'elle a fait. Elle a un regard que je trouve un regard perçant, je dirais même glaçant. Elle fixe beaucoup les gens. On sent qu'elle est, contrairement à Daniel Treille, elle n'a pas peur. La défense de Daniel Treille, c'est de dire mais c'est elle qui a tout décidé, moi je n'ai fait qu'agir, c'était son idée, elle m'a donné le couteau, c'est elle qui a tout pensé, qui a tout imaginé, et moi je n'ai fait qu'agir, voilà. Et Karine Barbour, elle, c'est mais non, j'étais sous l'influence de ce mari hyper violent, j'ai agi par peur, voilà. Sauf que ce deuxième portrait, il collait pas du tout à la réalité de ce couple. Elle avait une emprise terrible sur Daniel Treille. Thierry Seize, enquêteur à la brigade de gendarmerie d'Oloron. Et je dirais, au vu de sa personnalité et de l'enquête que nous avons menée, elle était directement l'instigatrice de ces faits. C'est assez rare dans un procès. Je crois qu'il n'y a eu personne pour dire du bien de Karine Barbour. Ce qui est terrible. Elle est décrite comme manipulatrice, menteuse, dominatrice. Le portrait est bien plus accablant que celui de Daniel Treille. C'est quand même Daniel Treille qui a tué Margot Lagrave. C'est pas Karine Barbour. L'avocat général disait que finalement, il y avait 3 accusés. Il y avait Daniel Treille, Karine Barbour et le couple qu'il formait. Ce qui est intéressant, c'est l'alliage que ce couple infernal produit. Je dirais qu'il se complète à la perfection. Et qu'effectivement, l'un sans l'autre, le drame ne serait pas survenu. Au premier procès, c'est 20 ans pour lui et 13 ans pour elle. C'est une grosse peine pour Karine Barbour. Ce premier verdict dit l'extrême mauvaise impression qu'a fait Karine Barbour pendant tout le procès. Le procès en appel sera différent, il va équilibrer les choses autrement. 10 ans pour elle, 20 ans pour lui. Il y a eu la condamnation, il n'y a pas eu la vérité. Sonia Dégère, nièce de Marguerite Lagrave. On sait qu'ils l'ont tué, voilà, vraiment. Enfin, que lui l'a tué. Mais elle, son implication et tout, ben voilà, on ne saura jamais. C'est ça le plus dur, en fait. Mais il faut continuer. Et c'est ce qu'on a fait. Une affaire comme ça, je pense qu'il faut toujours y croire. Il y a toujours une issue, une solution. Le petit détail qui fait que on a pu mettre un nom, des visages sur les auteurs des faits. Cette affaire, c'est d'une certaine manière la démonstration qu'il ne faut jamais renoncer, qu'il ne faut jamais abandonner. Après avoir purgé sa peine, Karine Barbour est sortie de prison à la fin de l'année 2018.
Quant à Daniel Trey, il est toujours incarcéré. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivos. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.